Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session. Je fais suite à la session de SwissTech Live de mardi sur le sujet du CI/CD. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer de manière un peu interactive et de vous expliquer les 5 exemples qui sont dans les slides qui ont été présentés mardi. Donc le premier exemple, c'est une base applicative. Donc si je clique sur le lien, on arrive sur le dépôt dans GitHub. Donc GitHub, c'est une solution d'application lifecycle management. On gère bien évidemment du code, mais aussi plein d'éléments en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est un outil ALM, Application Lifecycle Management. Donc ce n'est pas que la gestion du code. On a les issues, donc pour tout ce qui est demande, un peu gestion de projet allégé. On a les actions, en fait c'est des pipelines, donc c'est un ensemble d'exécutions qui va nous aider justement dans notre cas. Et il y a plein d'autres choses en plus. Donc là, moi, c'est un dépôt qui est public, vous pouvez aller dessus. Et en fait, c'est un code que j'ai fait pour les DevOps Days de Genève, parce que j'avais un atelier, et du coup, je voulais avoir une base de code qui était un peu plus complexe que ce qu'on a habituellement. Donc là, j'ai essayé de prendre un cas, moi, que je trouvais assez parlant. Donc, on a une application front, donc c'est quelque chose, une interface web qu'on a. On a une API, donc le front appelle une API qui a besoin d'une autre API qui appelle une base. Voilà, c'est volontairement un peu plus complexe que ce qu'on peut voir habituellement, mais c'est des cas un peu classiques. Voilà, si vous faites un peu du SPA, d'une single page application, si vous faites des microservices, de la base de données. Donc ça, voilà, j'ai essayé de me mettre dans la position d'une entreprise. Donc on a ce contexte-là, on a cette base applicative, et on a envie de suivre des bonnes pratiques, de pouvoir être capable de développer de manière rapide, pouvoir livrer facilement et pouvoir installer sans souci. Donc ça, c'est mon premier exemple. Vous voyez déjà directement qu'il y a les badges. Donc quand je parle des badges, voilà, c'est ces petits liens qu'on a en début de README. Et c'est extrêmement intéressant. Vous verrez, c'est vraiment une pratique qui est faite sur tous les projets open source. L'idée, c'est d'aller tout de suite à l'essentiel. Donc là, je vois que ma partie CI, intégration continue, elle est verte. Ouf. J'ai la partie packaging, donc ça c'est plus la livraison continue, le fait de créer toujours des paquets dès qu'il y a des bonnes versions de code qui sont là, c'est vert aussi. Par contre, j'ai ma porte de qualité, je sais pas comment dire en français, mais quality gate qui est en rouge. Voilà, c'est pas volontaire, mais c'est que j'ai pas encore le temps de le fixer, mais au moins, ce qui est bien, c'est que j'ai une vision complète, et aussi j'ai la dernière version de l'artefact, parce que tout ça va créer des images de conteneurs. En fait, cette application-là va tourner dans des conteneurs, dans du Kubernetes. Et là, l'idée aussi, c'est que je donne accès à toutes les informations. Donc, je peux cliquer sur tous les liens. Donc là, je vois la CI, je vois la partie packaging, et je vois aussi la partie de quality, avec Sonar. Donc, je vois pourquoi ça fail. C'est parce que j'ai pas encore fait la configuration pour la couverture de code, mais c'est faire. Au moins, on voit que cette partie-là est à faire. Et derrière, j'ai la dernière image de cœur. Et du coup, comment j'ai mis en place tout ça? En fait, là, le code est sur GitHub et le pipeline est sur GitHub également. Donc, par défaut, en fait, dans le code, vous voyez ici un dossier .github workflows, et dedans, vous avez les deux pipelines, CI et YAML. Donc voilà, donc il y a un peu de ligne de code, c'est pas foufou, mais voilà, il y en a un peu, 159 ici, et pour la partie packaging. La raison pour laquelle j'ai dissocié les deux, c'est qu'en fait, souvent, c'est mieux, vraiment d'avoir un pipeline dédié à un objectif. Donc moi, mon objectif sur la CI, c'est la qualité de code, donc ça va tourner automatiquement sur les pull requests, et l'autre, c'est le packaging. Et après, je ne le montrerai pas là, parce que j'ai fait d'autres vidéos et j'en ferai d'autres là-dessus. Pour le déploiement, on voit que là, moi, mon rôle, côté build, c'est faire de la qualité, c'est publier des images Docker de qualité, ça c'est mon objectif. Après, sur la partie de déploiement, je vais utiliser GitOps, je vais avoir un chart Helm, mais c'est pas le but de forcément ce que je voulais montrer, mais pour revenir là-dessus, ça se déploie très bien grâce à un outil GitOps qui va aller regarder le chart Helm, mais c'était pas le but de cette session-là. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un peu. Moi, je fais du code, et puis idéalement, si vous l'utilisez, je vous encourage à le faire. Et si jamais vous voulez regarder pour l'installation, il y a un chart Helm qui est ici. Il suffit de rajouter, c'est bien de rajouter la référence au dépôt de chart Helm, et on a une ligne de code, en sachant que ça s'intègre très bien dans un outil GitOps. Donc ça, c'était la première présentation, premier exemple. Le deuxième exemple, là, si je reprends ce cas-là, là où je suis un peu déçu de ce que j'ai fait, ce qu'il faudrait que j'améliore, c'est que, comme je vous ai dit, il y a un peu de ligne de code. Je trouve que c'est un peu compliqué, et là, je fais vraiment des actions
Qui dit pipeline as code, et malheureusement, là, j'ai pas factorisé. Si demain, voilà, j'ai un nouveau dépôt avec la même stack technique, donc là, c'est du .NET, bah malheureusement, il faudrait que je fasse du copier-coller, et c'est pas ce qu'on demande. Donc là, ce que je voulais montrer sur ce deuxième exemple, c'est qu'on peut vraiment factoriser. Donc là, donc je vais fermer tout ça, tac, tac, tac. Donc là, j'ai un composant, en fait, c'est un back-end pour Terraform, mais bon, on peut oublier cette partie-là. Ce qui se passe, c'est que là, en fait, on va créer c'est du code pour avoir une API REST qui est capable de se brancher, de recevoir des actions faites par Terraform. Donc c'est du code .NET. Et encore une fois, on voit les badges, on voit encore une fois qu'il faut que je travaille la qualité, mais au moins voilà, faire à chaque fois je le passe. Et on voit il y a la partie CI packaging qui est là et une image, voilà, parce que pareil ça tourne dans un conteneur. Sauf que là derrière, si je vais dans la définition, on voit qu'il y a nettement moins de lignes de code, et en fait, en regardant, pourtant, ça fait limite plus de choses que ce que je vous ai montré avant. Donc là, il y a une partie de build, donc qui va faire, c'est plutôt de la CI, donc je devrais renommer, et la partie de scan de l'image. Et là, en fait, on voit que j'utilise ici, un endroit où j'ai mis plein de morceaux de code de pipeline, essayer de factoriser, et on voit qu'au final, pour faire du build, du ligne du test, ben voilà, j'utilise une action, et derrière que je vais paramétrer. Et ça, c'est vraiment une bonne pratique. Pipeline as code, ça veut dire toutes les bonnes pratiques de code, donc ça veut dire qu'on factorise. Et là, pareil, pour la partie de scan, on voit ici que j'utilise un scan, quelque chose qui a été utilisé à côté. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, le temps que je vais prendre à faire un pipeline de qualité, je vais le mettre dans un endroit bien centralisé, comme ça moi je peux l'utiliser à côté, donc je vais aller beaucoup plus vite. Si j'ai le même besoin de .NET de créer une image, bah là ça va être extrêmement simple de créer mon pipeline. Et l'idée c'est que quand je vais faire des mises à jour, des modifications, je vais pouvoir tout de suite en profiter. Donc ça c'est vraiment une bonne pratique. De la même manière que quand on fait du code de l'applicatif, on veut pas répéter la même chose, on veut pas non plus réinventer la roue à chaque fois. Là, on peut vraiment tout à fait le faire sur du GitLab ou sur du GitHub là, dans ce cas-là. Donc le troisième exemple, donc là, les deux premiers exemples que je vous ai montrés, c'est de la base applicative. Donc c'est quelque chose de très classique, c'est effectivement là où on a commencé à réfléchir à l'intégration continue, à avoir du pipeline, à avoir cette partie-là. Mais en fait, cette logique-là s'applique à tout ce qui est code. Et en sachant que maintenant, tout est as code, entre guillemets. On a bien évidemment des applications as code, ça c'est limite, c'est évident, mais on a de l'infrastructure as code, donc ça veut bien dire qu'on gère du code, et là, du coup, il faut appliquer les bonnes pratiques de code. Terraform, c'est un outil d'infrastructure as code, donc on va gérer de bases de code d'infrastructure. Mais là encore, c'est très important. Comment est-ce qu'on garantit la qualité? Comment est-ce qu'on s'assure que quelqu'un qui fait un changement ne va pas casser quelque chose? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on fait du code qui est maintenable? Et on peut tout à fait appliquer les mêmes pratiques sur de l'infrastructure as code. Donc là, j'ai un projet de Terraform Project que j'ai initié il n'y a pas très longtemps, pour partager, puis aussi pour moi, pour capitaliser sur ce que je fais. Et j'avais ce même besoin. En fait, je faisais du code Terraform, et je me dis, mais est-ce que c'est de la bonne qualité? Et comment est-ce que je m'assure, moi, quand je fais des évolutions, je pars sur une branche, je fais une pull request, comment je m'assure que tout ça, c'est bon? Pareil, j'ai fait une CI. Alors, là, j'ai pas rempli le contrat complètement, parce que je fais que la partie intégration continue, j'ai pas fait la livraison continue. Donc là, c'est ce qu'il faut que je fasse sur ce dépôt. Mais en tout cas, il y a déjà une CI qui tourne. Et en fait, quand je vous parle que comment est-ce que ça garantit la qualité, c'est que moi, quand je travaille, je pars sur une branche feature, et derrière, je fais des pull requests. Et là, en fait, on voit les pull requests, et on voit ce petit indicateur-là, ça veut dire que c'est la CI qui passe. Et si jamais le pipeline de CI est en erreur, ça va me bloquer, donc je peux pas merger. Et c'est vraiment ce que je veux pas merger qui n'est pas bon. Donc quand je vais dedans, on voit en fait à chaque fois que l'élément a bien été validé, donc j'ai pu valider. Et derrière, si on regarde cette pipeline-là, ce qui tourne dessus, dans Code Analysis, on voit tous les éléments. Donc on voit que j'utilise pas mal d'outils, mais voilà, tout est ouvert. Après, ça n'empêche pas d'aller regarder dedans. Moi, c'est un peu du code à la Matrix comme j'aime, mais c'est intéressant aussi de regarder le log. Alors, c'est un peu plus verbeux, c'est peut-être... suivant les affinités de chacun, on n'est peut-être pas forcément content de le faire, mais moi, je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, juste pour vous montrer comment le faire,
Donc, encore une fois, dans .github workflows, j'ai un fichier YAML, et dedans, j'ai différents éléments. Et encore une fois, ce que je viens de vous dire juste avant, ça, ce qui serait bien, c'est que je le merge dans mon dépôt vraiment de bout de code de pipeline GitHub pour que je puisse réutiliser sur d'autres dépôts d'infrastructure as code. Mais encore une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est avancer par petits pas. Donc là, c'était quelque chose de nouveau, donc j'ai fait un nouveau pipeline, j'ai validé. Donc la prochaine étape, c'est de le mettre dans le dépôt partagé. Mais là, vous voyez que voilà, en 68 lignes de code, on a quelque chose qui se lit bien. Alors après, c'est bien de se familiariser avec le YAML, mais vous voyez que c'est pas hyper compliqué. Et encore une fois, j'utilise des éléments existants. J'ai pas réinventé la roue, j'ai regardé ce qui existait. Donc là, Aqua Security fournit une action GitHub qui permet de valider du code. Donc c'est très intéressant. Et quand je l'ai mis en place, j'ai vu que voilà, j'avais pas forcément des bonnes pratiques, donc ça m'a tout de suite aidé. Donc le retour sur investissement, il est immédiat en fait. Et c'est pour ça que si on regarde les pull requests, voilà, on regarde un peu les différents éléments, on voit qu'il y a eu pas mal d'éléments, mais c'est parce que justement en fait voilà, j'ai eu des retours quand j'ai mis en place la partie CI, et on voit que voilà, j'ai eu des check-in parce que voilà, j'ai des choses qui n'étaient pas forcément très bien. Donc la partie d'intégration continue, ça marche aussi sur n'importe quel type de code, et entre autres sur l'infrastructure. Donc je vous encourage vraiment à faire là-dessus, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais il y a encore de la documentation as code. Et ça, c'est génial aussi, parce qu'on peut même aller encore plus loin, c'est qu'on peut vraiment écrire de la documentation dans du Markdown. C'est vraiment le format qui est le plus simple, qui est vraiment le standard actuel, et générer du HTML. Pourquoi ? Parce que ça va générer derrière des sites web. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi de le mettre sur du documentation as code. Et malgré tout, quand on a une base documentaire, ça ne va pas être fait que par une personne, donc il faut avoir du code maintenable. Donc comment est-ce qu'on s'assure qu'on a du code maintenable ? Encore une fois, l'intégration continue. Donc là, c'est un autre exemple. C'était l'année dernière, j'étais dans une entreprise, puis je voulais faire des petites présentations. Donc là, j'ai du code qui est dans du Markdown, mais malgré tout, moi, je voulais faire quelque chose de qualité, et puis aussi pour pouvoir automatiser automatiquement, parce que derrière ce code-là, donne accès à un site web que vous avez ici, et on peut aller dedans, et voilà, ça me sert pour mes présentations, et tout ça, c'est du Markdown. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est versionné, c'est simple, c'est pas comme du PowerPoint où on va aligner, PowerPoint est très bien, mais si jamais on veut faire du presentation as code, voilà, c'est du Markdown, c'est du code. Ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même faire de la qualité et automatiser tout ça. Donc là, dans ce cas-là, c'est un exemple où j'utilise GitLab pour le faire. Et pour le faire GitLab, pareil. Donc là, la convention, c'est un fichier .gitlab-ci.yaml, et dedans, j'ai mes différents éléments, et vous voyez que c'est très simple à mettre en place. Donc là, je fais du lint, donc ça me permet de m'assurer que le Markdown est valide, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a vraiment un standard sur le Markdown. Ça permet, un standard, c'est pas pour embêter les gens, c'est vraiment pour que quand on arrive sur du code, on n'est pas obligé de s'approprier une façon de faire d'une personne. L'idée, c'est que voilà, on suit un standard, comme ça, c'est super simple de naviguer au sein d'une équipe, au sein d'un projet open source, et même soi-même, en fait, à travers le temps. Et le dernier exemple, c'est quelque chose moi que j'utilise énormément. Donc, je suis architecte solution sur la partie cloud native. Donc, moi, je travaille beaucoup sur des déploiements sur du Kubernetes. Donc, Helm est une très bonne façon de définir en fait comment on va exécuter des conteneurs. Donc, par le passé, moi, ce que j'ai fait, c'est que on faisait tout à la main et on faisait un manuel d'installation. Donc, c'était pénible à rédiger, c'était pénible à lire, et puis on pensait jamais à tous les cas. Et puis, c'était pénible, voilà, c'était pas du tout efficace. Donc, ça répond absolument pas aux besoins et aux pratiques DevOps. Donc là, l'idée Helm, c'est un manuel d'installation, mais complètement automatisé. Et là, derrière, moi, j'ai un dépôt de chart Helm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Là, derrière, si je vais sur la page, derrière, en fait, j'explique comment utiliser les dépôts qui sont chez moi. Donc ça veut dire que voilà, on va utiliser Helm, on rajoute le dépôt et on fait l'installation. Mais derrière, en fait, j'ai pas mal de charts. Et encore une fois, on peut se rater pour plein de bonnes raisons, en fait, quand on fait tous ces dépôts-là. Et l'idée, moi, c'est que je voulais deux choses. C'était garantir que quand, pareil, je pars en branche, je crée une pull request.
comment garantir que ce que je rajoute est de qualité et ne casse pas d'existant, et en même temps faire en sorte de mettre à jour automatiquement cette page-là. Parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a les versions qui sont faites, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui est faite, cette page est mise à jour. Et là, encore une fois, j'ai utilisé l'intégration continue. Et après, là, c'est un peu de livraison continue parce que je crée une nouvelle version de mes paquets. Là, on peut les retrouver ici dans les releases. Et aussi, je mets à jour... Alors, c'est pas vraiment de l'installation, mais c'est du documentation continue, on va dire. Je sais pas si ça existe ce terme, mais voilà, du documentation continue. Donc là, encore une fois, là, c'est du GitHub. Donc, dans GitHub Workflows, on va voir que j'ai deux parties. Donc, j'ai une partie CI, c'est vraiment celle qui est utilisée à chaque fois qu'il y a des pull requests. Et encore une fois, je ne réinvente pas la roue. Il y a un chart testing action qui est très très bien. Je fais aussi du lint. Voilà, je fais vraiment de la qualité. Ce que je ne fais pas, parce que j'ai eu pas mal de soucis, il faut que je me penche dessus, c'est que j'aimerais bien encore faire des tests sur les charts. Donc là, je ne le fais pas encore, mais j'aimerais bien vraiment le faire. Et dans la partie packaging, c'est là où je vais mettre à jour les paquets. Et en même temps, j'en profite pour déployer le GitHub Page. Alors c'est vrai que le packaging, là, il faudrait certainement que je le renomme, parce qu'il fait pas que ça en fait. Mais c'est juste que c'est relié. En fait, quand je fais une nouvelle version de paquet, je veux mettre à jour le site derrière. Voilà, c'est pour ça que c'est dedans. Et ce qui est génial, c'est que voilà, je l'ai fait. Bon, c'est un peu de ligne de code. Ce qui serait bien aussi, c'est que je factorise pour pouvoir le partager à d'autres, pour que ce soit plus simple. Mais on voit malgré tout que c'est assez simple à faire. Et ce qui est bien maintenant, c'est que voilà, j'ai juste à me soucier du code. Donc, je crée une branche, je fais mes versions, je crée une pull request, c'est validé par le pipeline qui m'aide sur la partie intégration continue, et ensuite, quand je sais merger, automatiquement, je crée les paquets. Donc ça, c'est la partie livraison continue. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, il y a un petit temps pour le mettre en place au départ, mais après, ça roule, et c'est vraiment ce qu'on veut, en fait. L'idée du CI et du CD, c'est vraiment de simplifier tout la gestion de code et faire en sorte qu'on aille vite et qu'on se focalise sur la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée sur ce dépôt, c'est de rajouter des charts ou mettre à jour des charts. Et je veux pas m'embêter à chaque fois à me dire comment je mets à jour les paquets, est-ce que j'ai pas mis une régression. Donc c'est vraiment tout l'intérêt là-dessus. Donc voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer sur ces 5. Donc j'ai parlé un peu longtemps. N'hésitez pas à commenter, à partager et puis à me donner des idées pour des nouvelles vidéos. Je vous remercie.